Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Géopolitis. De la Chine à la Suisse, la pénurie de courant menace. Les prix augmentent et l'inquiétude aussi avec les besoins croissants d'électricité liés à la transition énergétique. L'une des réponses, c'est la construction de nouvelles centrales nucléaires, une annonce faite par Emmanuel Macron. La transition énergétique va accroître le besoin de minerais et terres rares, avec le rôle incontournable de la Chine comme principal producteur. C'était il y a quelques semaines, dans l'un des pays les plus riches de la planète, une annonce en forme d'électrochoc. Une pénurie d'électricité représente, outre la pandémie, le plus grand risque pour l'approvisionnement de la Suisse. Par pénurie d'électricité, nous désignons une situation dans laquelle nous disposons d'une quantité trop faible de courant électrique pendant des semaines, voire des mois. L'arrêt des trains, des usines, les restrictions pour le chauffage et l'éclairage, ce sont des réalités que vivent déjà de nombreux Chinois confrontés à des coupures d'électricité et qui menacent de nombreux autres pays. Nous reviendrons sur les causes, principalement liées au manque de charbon. Avec notre invité, François Maréchal, professeur à l'EPFL, spécialiste des systèmes énergétiques, nous verrons comment atteindre la neutralité carbone en 2050 tout en garantissant l'électricité à des prix raisonnables. Au niveau mondial, l'électricité, avec aujourd'hui 20% du mix qui est dominé au 4/5 par les énergies fossiles, va devenir l'une des principales sources d'énergie. 31% en 2040, selon l'Agence internationale de l'énergie, si l'on applique l'accord de Paris. Et sans doute beaucoup plus avec l'électrification du parc automobile, des processus industriels et le déploiement des pompes à chaleur. Mais de nombreux inconnus subsistent. Va-t-on pouvoir stocker l'électricité produite par les panneaux solaires et les éoliennes nécessaires à la transition? Faudra-t-il maintenir des centrales à gaz pour les pics de consommation? Et quelles seront les technologies du futur? Bref, beaucoup de questions à poser à notre invité pour éclairer notre lanterne après ce tableau de la situation actuelle brossé par Mélanie Ohaillon et Guillaume Fialip. Cette entreprise chinoise de la région industrielle de Guangdong a dû ralentir la cadence ces tout derniers mois. Le gouvernement impose des coupures d'électricité, parfois durant de longues heures et principalement en journée. Alors comme des milliers d'autres usines en Chine, elle a opté pour le travail nocturne. Pour l'instant, il est difficile de se prononcer sur les pertes car nous avons fait pression sur les fournisseurs pour qu'ils respectent les délais. Mais si la politique du gouvernement devient encore plus stricte, l'équilibre sera peut-être rompu. Certaines images encore visibles sur les réseaux sociaux montrent des quartiers entiers plongés dans le noir. Des coupures sans précédent qui concernent la quasi-totalité des provinces. Les conséquences économiques se font déjà sentir. Les prévisions de croissance pour la Chine ont été revues à la baisse par le FMI. Alors comment la Chine en est-elle arrivée là ? D'abord par manque de charbon dont elle dépend pour les 2/3 de son électricité. Et puis une mauvaise planification combinée à la reprise économique et aux ambitions écologiques. Xi Jinping a promis la neutralité carbone d'ici 2060. Et il faut bien sûr un beau ciel bleu pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Il se fera encore attendre. Pour faire face à la pénurie, le pays a décidé d'augmenter sa production de charbon. L'Europe n'en est pas encore à tirer la prise, mais la pénurie est déjà là. L'Allemagne a dû aussi exploiter davantage son charbon cette année pour faire face au manque d'électricité. Avec le rebond économique et l'abandon du nucléaire, s'ajoute un problème de vent qui n'a pas permis d'alimenter suffisamment les éoliennes du Nord. Et puis l'Europe est très dépendante de la Russie pour son approvisionnement en gaz. Or, les relations avec Vladimir Poutine se sont tendues, notamment autour du projet Nord Stream 2. Ce gazoduc permettrait de doubler les exportations de gaz russe. Mais l'allié américain s'y oppose fermement. Et comme ce qui est très demandé est cher, en un an à peine, le prix du gaz a été multiplié jusqu'à 4 en Europe. Celui de l'électricité a connu une évolution similaire. Décarboner un pays, c'est augmenter ses besoins en électricité verte. D'ici 2050, ces besoins ne vont que s'intensifier.
Et on est encore loin du 100% renouvelable. La forte dépendance aux énergies fossiles, toujours autour de 65% au niveau mondial, n'a pas diminué en 20 ans. Mais les disparités sont énormes. Pour certains pays, la production électrique est déjà quasi entièrement issue de renouvelables, comme en Islande, en Éthiopie, en RDC, en Norvège, en Afghanistan ou au Brésil. Et pour d'autres, le chemin est encore long. Arabie Saoudite, Algérie, Israël et en Europe, l'Ukraine et la Pologne. Quant aux 3 plus gros pollueurs mondiaux, Chine, États-Unis, Inde, les énergies vertes représentent moins d'un tiers de leur production électrique. Bonjour François Maréchal. Bonjour Jean-Philippe Scheller. Alors vous êtes professeur à l'EPFL, spécialiste des systèmes énergétiques. On vient de le voir, l'équation est extrêmement complexe. Il faut assurer la transition, il faut maintenir des prix bas, un approvisionnement sûr, alors que la transition énergétique va évidemment décupler les besoins d'électricité. Comment on fait pour éviter une pénurie au niveau mondial ? Alors, en fait, on est confronté au trilemme du système énergétique. Le trilemme, c'est l'économie, c'est l'environnement et c'est la sécurité d'approvisionnement. Alors, comment est-ce qu'on se prémunit à une pénurie ? On va essayer de planifier, on va regarder quels sont les leviers dont on dispose, on va voir comment est-ce qu'on peut réduire la demande, on va voir quelles sont les réserves qu'on peut faire, et puis on va voir quelles sont les capacités dont on dispose et celles qu'on peut activer. Et donc là, c'est là où on se pose des questions aujourd'hui de notre dépendance par rapport à certains leviers qu'on se rend compte qu'on n'arrive plus vraiment à maîtriser. Lequel, par exemple ? Alors, le levier, c'est de compter sur nos voisins pour nous apporter l'électricité dont on a besoin en hiver. Ouais. Par exemple. Et puis alors après, maintenant, on voit que au niveau mondial, le système a été perturbé. L'économie a été freinée. On lui demande de redémarrer. Ça, c'est la pandémie, donc on repart. Ouais. Voilà, on repart. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on doit rattraper notre retard. Ça implique beaucoup plus de capacité. Et là, on se rend compte que, surtout pour les économies en croissance, l'infrastructure ne suit plus. Donc ça veut dire qu'on a besoin non seulement de faire le pic, mais en plus d'assurer la croissance. Et en Chine, en plus, comme vous l'avez dit dans votre reportage, en fait, la Chine est un système un peu dictatorial, ou en tout cas planificateur, et qui a imposé des performances au système énergétique qui étaient planifiées et qui ont créé des contraintes qui sont impossibles à suivre pour le système aujourd'hui. Et c'est ça qui explique le fait qu'on voit une pénurie. Et c'est ça. Et en plus, on s'aperçoit que ces pays très dépendants au charbon, que sont la Chine et l'Inde, il n'y a pas assez de réserves. En gros, je crois qu'en Inde, le stock, il est de 4 jours, alors que normalement, il doit être de 14 jours. Alors, il y a les réserves, et puis il y a le fait que c'est quand même des ressources locales. Donc, ils n'ont pas le pétrole comme d'autres pays, et même l'accès au pétrole comme d'autres pays l'ont. Donc, ils vont surtout miser sur des ressources dont ils disposent, évidemment, et sur ce qu'ils savent faire. Maintenant, c'était le prix à payer probablement pour faire le développement. Aujourd'hui, ils sont contraints par des engagements internationaux également. Ils savent qu'ils sont obligés de réduire leurs émissions. Et puis, c'est là où on commence à se dire il faut adapter l'infrastructure. Évidemment, la question que tout le monde se pose aussi, est-ce que le pire n'est pas à venir ? On sait très bien que l'électrification du parc automobile, le big data qui consomme énormément d'électricité, le bitcoin par exemple aussi, le mining, c'est des utilisations colossales. Comment on fait face à ces perspectives pas claires, quoi ? Oui, alors je n'aime pas dire que le pire est à venir, non. Je crois que le pire est à venir si on s'assied et qu'on regarde vers le passé et qu'on ne veut pas changer. L'avenir, il est très clairement dans la transition, donc il va falloir qu'on fasse cette transition. Ça veut dire qu'on doit accepter de changer, qu'on doit... Et payer plus, on doit payer plus. Alors, payer plus, oui et non. Je crois qu'en fait, on a une bonne partie du prix qu'on paye pour l'énergie est un prix invisible parce que les États subsidient beaucoup le pétrole aujourd'hui ou les énergies fossiles. Et c'est celui qui paye les impôts qui le paye indirectement sans s'en rendre compte. On le prend dans sa poche et puis il ne le sait pas. Par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'on va devoir réorienter nos investissements. On ne va pas continuer à payer pour aller prendre du pétrole à 4000 mètres de profond dans la mer et l'amener jusque chez nous. On va utiliser les énergies locales. On va devoir faire beaucoup plus d'investissements parce que l'énergie locale, elle est gratuite. On va faire beaucoup plus d'investissements, mais ça va créer des emplois. Des emplois, ça veut dire un retour sur impôt également. Et donc, au total, oui, effectivement, ça va peut-être coûter un peu plus cher. Nous, on ne le voit pas vraiment que ça va coûter plus cher, mais ça va peut-être coûter un peu plus cher, surtout parce qu'on va changer.
Mais justement, le consommateur, lui, quand on lui dit « vous avez payé plus cher votre essence, etc. », il renacle. On a vu les gilets jaunes en France. Oui. En Autriche, il devait y avoir une taxe carbone. Pour le moment, ils la suspendent. Oui. Ça ne va pas aller vers la transition énergétique. Si ce n'est pas cher, ben voilà, on se dit « c'est très bien, on continue comme ça ». Oui, alors effectivement, ce n'est pas cher. C'est facile de dire que ça va être trop cher ou ça va coûter cher, surtout quand on ne dit pas ce que ça veut dire coûter cher. Donc, pendant la votation sur la taxe carbone, on a discuté sur une taxe de 12 centimes sur le litre d'essence et pendant la période de discussion, l'essence a monté de 30 centimes et personne n'est descendu dans la rue pour se plaindre. Hein. Donc ça veut dire que c'est très relatif. Puis il y a quand même aussi une autre dimension dans ce prix, c'est qu'on a quand même donné une dette à nos enfants, et qui est le fait qu'on a profité du fait qu'on ne paye pas cher pour ne pas rembourser notre dette, c'est-à-dire payer le fait qu'il va falloir subir l'impact du réchauffement climatique notamment. Alors justement, face à ces pénuries et aussi pour décarboner leur électricité, des pays se tournent maintenant à nouveau vers le nucléaire, c'est le cas en France. On se retrouve juste après ce sujet de Juliette Galeazzi. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays. Dans son allocution à la population française début novembre, Emmanuel Macron a confirmé son soutien au nucléaire. Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050. La France va donc s'appuyer sur le nucléaire pour décarboner son électricité, et cela malgré les retards et les surcoûts qui s'accumulent sur le chantier de Flamanville, le seul réacteur actuellement en construction dans le pays. Des méga-projets comme celui-ci, Emmanuel Macron en prévoirait encore 6, en plus de l'implantation de mini-centrales moins coûteuses, mais encore en développement. Le temps presse pour la France, ces centrales vieillissent, et c'est le pays le plus dépendant du nucléaire au monde, à hauteur de 70% de son mix énergétique. Après la catastrophe de Fukushima en 2011, on pensait le nucléaire définitivement enterré. Pourtant, 10 ans plus tard, seuls 6 pays se dirigent vers sa sortie. Parmi eux, la Suisse et l'Allemagne qui va fermer sa dernière centrale en 2022. Ailleurs, le nucléaire fait un retour en grâce, favorisé par l'urgence climatique et la hausse des prix du gaz et de l'électricité. L'énergie nucléaire fait partie de la solution au réchauffement. Ce n'est pas la panacée, elle peut ne pas être pour tout le monde, mais elle fournit déjà plus de 25% de l'énergie propre. Sans elle, on n'y arrivera pas. En attendant le relais des énergies renouvelables, le nucléaire continue à fonctionner. 444 réacteurs tournent actuellement dans le monde, dont 94 aux États-Unis et 56 en France. Mais c'est désormais l'Asie qui concentre la majorité des projets. 7 centrales sont actuellement en construction en Inde et 14 en Chine. La Chine, qui dépend encore à 70% du charbon et qui mise sur le nucléaire en plus du renouvelable pour en sortir. Alors, le nucléaire qui ne représente pour le moment que 5% de l'énergie dans le monde, est-ce que c'est la fausse bonne idée? Alors, à mon avis, oui. Parce qu'on doit aller beaucoup plus vite que ce que le nucléaire peut faire. Bon, le président Macron a présenté le projet d'EPR. L'EPR en Finlande a été décidé en l'an 2000 et on est en 2021 et il n'a pas encore démarré. Donc, si on fait la traduction en Suisse, par exemple, ça veut dire que la première centrale, elle démarrerait en 2050. Il est trop tard. Alors, la deuxième raison pour laquelle c'est une très mauvaise idée, c'est que le peuple a voté de ne pas continuer le nucléaire. Et chez nous, mais il y a des pays où, pour là, on n'a pas demandé aux Français. Mais là, je vais parler plutôt pour la Suisse, juste pour dire quelque chose, parce que quelque chose d'important, c'est que l'industrie a besoin de signaux clairs.
Et tant qu'on reste en disant « Ah, on pourra peut-être la faire ou pas le faire », eh bien, on voit que les gens préfèrent attendre pour avoir quelque chose de clair. Or, aujourd'hui, on doit agir. Et donc, pour moi, il est vraiment important de dire « OK, on se focalise sur les énergies renouvelables, on fait un nouveau système énergétique qui satisfait nos critères par rapport à nos engagements envers les générations futures. Et on y va. Et il faut là être très clair. Je crois qu'à partir du moment où l'État et le peuple donnent un signal clair, l'industrie va suivre. Et puis c'est ce dont on a besoin. Mais Macron, il fait en même temps, hein, c'est son mode de fonctionnement. Il lance là aussi l'hydrogène vert. Donc en fait, il essaye de faire les deux en même temps, c'est possible? Oui. Alors, l'hydrogène, ce sera un moyen de stocker l'électricité pour faire varier la production d'électricité par rapport à une centrale nucléaire qui fonctionne de manière constante. Mais il faut aussi se rendre compte que la France, elle a construit tout un pan économique sur l'énergie nucléaire et que tous les pays qui ont une force nucléaire militaire ont besoin d'avoir le nucléaire civil aussi en soutien. Et donc, eux, ils vont choisir certainement pour une partie l'énergie nucléaire. Par contre, il faut aussi se rendre compte qu'en Suisse et dans d'autres pays, ça fait 50 ans qu'on a des déchets et on ne sait toujours pas ce qu'on va en faire. Et donc, c'est aussi des dettes qu'on va donner à nos enfants. Et ce n'est pas aussi facile que ça d'assumer les responsabilités de ces dettes. Mais là, vous parliez du développement du renouvelable. Bon, c'est bien, ça aussi, ça va prendre du temps. On voit les oppositions aussi. Là, en Suisse, on voit ce que ça donne avec quelques éoliennes à Sainte-Croix. Les gens n'en veulent pas. Est-ce que ça va pouvoir vraiment remplacer rapidement les énergies fossiles? Sinon, c'est le charbon, l'alternative. Alors, avec l'Agence internationale de l'énergie nous dit que la plus grande source d'énergie renouvelable dont on dispose, c'est l'efficacité. Donc c'est la première chose qu'on doit faire, on va devoir améliorer nos bâtiments, on va devoir mettre des pompes à chaleur, mettre des panneaux solaires sur les bâtiments, utiliser une voiture électrique parce qu'elle est plus efficace qu'une voiture à combustion interne. Et grâce à ça, en fait, on va déjà réduire fortement nos demandes. Et puis après, on va mettre en place le système qui permet de fournir les besoins énergétiques dont on a besoin. Une bonne combinaison entre l'éolien et le solaire, parce que le vent souffle quand le soleil ne brille pas, en quelque sorte, c'est très important. Et puis après, il va falloir gérer cette énergie. Mais justement, parce qu'il y a toujours la peur de la panne, hein, que ça s'arrête. On n'a pas encore ce qui permettrait de stocker, par exemple, l'énergie solaire, ces fameuses grosses batteries, etc. Oui, mais on n'a pas besoin de batteries, on n'a pas besoin uniquement de batteries. Je veux dire que nous, ce qu'on a surtout besoin, c'est d'amener l'électricité solaire de l'été en hiver. Et puis ça, on fait comment? Chez nous, on est très bien placés. Hein. On a des barrages, qui nous aident déjà beaucoup. On peut faire du pompage-turbinage. Et puis, en fait, on va faire ce qu'on fait déjà pour le moment. On va stocker l'énergie sous forme chimique. Le fossile, c'est ça, hein, c'est la raison pour laquelle on l'utilise. C'est parce qu'il est facile à stocker, facile à distribuer et facile à convertir à la demande. Et on va faire la même chose. La seule chose, c'est que la source qui sera utilisée, ce n'est pas l'énergie qui était stockée dans le sol depuis 300 millions d'années, c'est l'énergie qu'on reçoit du soleil. Alors on va la convertir. On va faire l'hydrogène, par exemple. Hein. On va faire l'hydrogène, puis on va dire « Ah, l'hydrogène, c'est super, sauf que je ne sais pas comment le stocker. » Et il faudra trouver un moyen de le stocker. Et le stockage chimique de l'hydrogène, c'est du méthane, c'est des carburants liquides, c'est du kérosène pour les avions, et peut-être aussi de l'ammoniac. Mais tout ça, ça semble tellement nouveau. Le grand public, il a peur enfin, il se dit, moi, ce que je veux, c'est pouvoir allumer ma télévision le soir, me chauffer la nuit. Oui. On peut lui garantir ça? Oui, justement, parce qu'on a des infrastructures dans lesquelles on a déjà cette gestion du stock. Hein. Le gaz naturel qui arrive chez nous principalement en hiver, il est stocké parce qu'il est produit de manière constante toute l'année. Mais ça n'inclut pas, pour le moment, les risques climatiques. On sait que ça va se réchauffer, qu'on aura besoin peut-être de refroidir beaucoup plus les villes l'été. Les catastrophes, les ouragans, ça démolit les réseaux, il faut les reconstruire. Enfin voilà, il y a ça aussi en plus comme paramètre. Alors, je suis d'accord, mais ça fait partie du design. Donc, quand nous, on va faire un design, on va dire, mais quels sont les états dans lesquels le système va se trouver pendant la durée de vie des équipements. Donc, on achète quelque chose pour 25 ans, on va regarder qu'est-ce qu'il va avoir pendant 25 ans, hein, pour faire l'investissement qui est le plus pertinent. Et donc, quand je dis cet investissement, c'est pas seulement la conversion, mais c'est le stockage. Et le stockage sera là partout, et il va prendre différentes formes. Hein. Ça pourrait être simplement de faire une meilleure coordination
d'animation, m'arranger pour faire la lessive quand le soleil brille, par exemple, et pas quand la pompe à chaleur fonctionne. C'est tout ce qui s'appelle les systèmes intelligents. Et puis après, on va aller vers des stockages à plus long terme. Peut-être aussi la voiture, que j'aurai dans mon garage et j'offrirai la batterie à mon fournisseur d'électricité pour qu'il la charge quand lui peut la charger et pas juste maintenant quand je l'ai mis dans la prise. François Maréchal, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver ici dans Géopolitis. Et évidemment, on va continuer à suivre ces questions qui sont des enjeux majeurs pour nos sociétés. Merci. Plaisir. Que ce soit pour les batteries des voitures électriques, les cellules photovoltaïques ou encore les semi-conducteurs nécessaires au matériel informatique, la demande en minerais stratégiques et terres rares va exploser ces prochaines années, avec un fournisseur incontournable, la Chine. Mais d'autres pays espèrent aussi profiter de ce marché en pleine croissance. Elsa Anguinolfi avec Laurent Huert. C'est le plus grand désert de sel du monde, le Salar de Uyuni en Bolivie. Une attraction touristique, mais peut-être aussi un nouvel Eldorado pour ce pays pauvre d'Amérique latine. Sous cette croûte de sel se cache le plus grand gisement de lithium découvert à ce jour. La Bolivie commence tout juste à l'exploiter, mais se rêve déjà en Arabie Saoudite du lithium. Car le lithium et plusieurs autres minerais pourraient bien être le nouveau pétrole de la transition énergétique. Des matériaux très convoités, utilisés dans la plupart des technologies vertes actuelles. Les principaux producteurs en 2021 sont l'Australie pour le lithium, utilisé pour les batteries des véhicules électriques. L'Indonésie pour le nickel, important pour les batteries des véhicules, mais aussi pour les piles à combustible qui permettent de stocker de l'électricité. La République démocratique du Congo pour le cobalt, pour les véhicules électriques. Le Chili pour le cuivre, utilisé pour les véhicules, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et le développement du réseau d'électricité. Mais c'est la Chine qui détient une place centrale dans ce nouveau marché. Premier producteur de graphite, utilisé dans les véhicules électriques, mais aussi de terres rares, 17 métaux très difficiles à extraire et utilisés dans les aimants des turbines des éoliennes, les moteurs de voitures électriques, le photovoltaïque et l'électronique nécessaire à la gestion de ces technologies. Mais la Chine est surtout leader dans la transformation de ces matériaux. Ses usines traitent 35% du nickel mondial, 40% du cuivre, 58% du lithium, 65% du cobalt et 87% des terres rares. Une position dominante qui inquiète et pousse certains États à chercher des alternatives. Les États-Unis ont remis en fonction leur seule mine de terres rares à Mountain Pass, en Californie. La Russie investit pour exploiter un gigantesque gisement de cuivre au plus profond de la Sibérie. Du côté européen aussi, on développe la production locale, comme dans la mine de Sotkamo en Finlande, qui extrait du nickel et du cobalt pour la production de batteries rechargeables. Mais la solution à l'avenir pourrait bien venir de la récupération et du recyclage de ces minerais. À l'époque, on ne parlait pas de voitures électriques. Certains d'entre vous s'en rappellent certainement et en ont peut-être la nostalgie, les dimanches sans voiture. Il y en a eu 3 en Suisse en 1973, après le premier choc pétrolier alors que l'essence flambait à la pompe et que l'on craignait la panne sèche. C'est notre séquence ce jour-là. Ce jour-là, le dimanche 25 novembre 1973, il n'y a plus une seule voiture sur les routes suisses. Et si les rues sont désertées par les engins à essence, c'est parce que le Conseil fédéral a décidé de les bannir durant 3 dimanches consécutifs. Nous sommes donc en 1973, quelques semaines auparavant, l'annonce du premier choc pétrolier fait craindre une pénurie mondiale de carburant et une explosion des prix. Pour remplacer la voiture, les Suisses se sont montrés parfois très inventifs. Pour aller en ville ou à la messe, on troque volontiers son auto pour des transports plus anciens. Et si ce Valaisan a pu bénéficier d'une dérogation, c'est que son modèle fait maison est entièrement alimenté au gaz.
Alors mon carburant, évidemment, je ne vais pas vous donner la formule, ce serait trop facile. La base, je vous dirais simplement la base, c'est de l'acétylène dissous. Mais aucun dérivé du pétrole là-dedans. Aucun dérivé du pétrole, absolument aucun. Tous ces carburants et composants se trouvent dans notre pays, en Valais. Certains contrevenants se sont fait un peu chahuter. Mais ces journées sans voiture se sont plutôt globalement transformées en fêtes populaires et bon enfant. Comme ici sur le pont du Mont Blanc à Genève, réinvesti par la foule. En Suisse, l'idée des dimanches sans voiture est depuis régulièrement relancée, et cette fois pour des raisons climatiques. Mais en votation, elle n'a pour l'instant jamais obtenu l'aval du peuple. Voilà pour ces scènes étonnantes que nous avons revécues lors du premier confinement, comme quoi une pandémie peut avoir le même effet qu'une pénurie. Si vous souhaitez poursuivre votre réflexion à ce sujet, notamment sur la sobriété énergétique, voyez l'émission Le Débat sur France 24. On va investir dans des technologies qui vont nous permettre de continuer comme avant. A-t-il dit à un seul moment, faut-il être plus sobre? A-t-il dit à un seul moment, faut-il bifurquer? A-t-il dit à un seul moment, il nous faut une autre agriculture? Non, il dit c'est la même, on va mettre des robots. Je veux dire, je trouve ça effrayant. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.